d'ici 10 ans, on n'a pas résolu la question des évolutions des modèles, voire des transformations de modèles, c'est foutu. Moi, je vais être aussi direct, mais pour la capacité politique. C'est-à-dire que si l'Europe ne se pense pas en puissance souveraine et en élément motrice, l'Europe motrice, mais comme un des moteurs des transformations de la planète et de la société, alors elle est fichue. Elle va disparaître. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence sur la construction d'une puissance verte européenne qui a été organisée donc par l'Association des étudiants et alumni du MRIAE et le DiploWeb. Donc pour parler aujourd'hui du Green Deal, nous avons la chance de recevoir M. Pascal Durand. Vous êtes député européen au sein du groupe Renew. Et ainsi que M. Julien Boueb, vous êtes analyste au Haut Conseil pour le climat. Alors, nous allons commencer la conférence par une série de questions organisées en 3 thèmes. Et puis, afin de permettre d'échanger avec le public, vous aurez la possibilité de poser vos questions par le chat. Et nous reviendrons donc dans cette dernière partie de conférence à vos questions. Commençons donc sans plus tarder. Donc, l'Union européenne souhaite parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Selon vous, le projet de la Commission est-il à la hauteur de l'urgence climatique? On s'interroge notamment sur les outils dont elle dispose à son échelle et de leur pertinence. Monsieur Durand, nous vous proposons de commencer et Monsieur Bueb pourra vous répondre, ajouter des éléments comme vous le souhaitez. Voilà. Ok, merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation et merci de vous intéresser à la question du Green Deal européen parce qu'on a souvent en France une vision auto-centrée et très nationale des sujets. Or là, on touche évidemment un sujet qui est international par essence. Donc, merci. Est-ce que le Green Deal est à la hauteur des enjeux? Évidemment, non, si on regarde les objectifs tels qu'ils sont définis par les scientifiques. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet qui est la rencontre entre la science et la politique, là, au moment où on se parle. C'est un sujet un peu nouveau, parce qu'avant, la politique consistait essentiellement à gérer des ressources qui étaient connues, qui étaient là, et on essayait de les gérer de manière plus ou moins équitable ou plus ou moins libérale selon la manière dont on appréhendait le partage de ces ressources. Là, on est vraiment rentré dans un monde qui est très différent. On a une problématique de ressources claire, identifiée, et on a en plus donc les problèmes climatiques, les problèmes de biodiversité, tous les problèmes liés à la nature et à la capacité que nous avons, nous, en tant qu'humanité, êtres humains, à pouvoir développer un modèle soutenable et économique. Par ailleurs, les scientifiques nous ont alertés, on va dire une communauté suffisamment large pour qu'on puisse leur faire confiance, en tout cas sur leur analyse, nous ont alertés sur le fait que si on continuait sur la trajectoire qui a été celle, on va dire, depuis la révolution industrielle, pour faire court, eh bien, on allait tout simplement vers de catastrophes absolues, à la fois de désertification, de catastrophes de tous ordres, aussi bien environnementaux que sociaux, que je vais dire de manière générale, notre capacité à vivre en harmonie et en paix sur cette planète. Voilà. Donc, est-ce qu'on est à la hauteur? La réponse, si je regarde vraiment objectivement, non, il faudrait faire plus et plus vite. Après, est-ce que l'Union européenne, parce qu'il y a un moment où il faut aussi regarder dans quel contexte on parle et d'où on parle, est-ce que l'Union européenne essaye de se montrer à la hauteur des enjeux et se met sur des trajectoires qui, sans être suffisantes, sont en tout cas vont dans le bon sens? La réponse est plutôt oui. Elle est plutôt oui, c'est-à-dire que l'Union européenne essaye de porter
un leadership dans le cadre d'ailleurs de l'accord de Paris, elle l'avait fait, et essaye de continuer à le faire. Ça a été la première à dire il faut qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050, etc. Donc il y a des objectifs qui sont fixés. Après, on va rentrer dans le détail et des outils, mais sur le principe, est-ce suffisant? La réponse est non. Est-ce qu'elle est quand même dans la volonté d'avoir une nouvelle trajectoire, et est-ce que le Green Deal en est l'illustration? La réponse est oui. Justement, donc vous avez parlé d'outils. Monsieur Bueb, peut-être pourriez-vous développer un peu sur les outils à disposition de l'Union européenne, ce qu'elle propose de déployer, notamment dans sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone? Bonjour à tous, merci, je vous remercie de m'avoir invité et d'être présent pour ce petit échange ce soir. Avant même de répondre à la question, je dois rappeler que je suis effectivement au Conseil pour le climat, mais je ne parle pas en tant que responsable au Conseil pour le climat, mais plutôt en tant que chercheur à côté et ou intervenant dans différentes universités. Voilà, ceci étant dit, par rapport, donc déjà, je partage la position qui a été faite. Petit rappel que j'aime faire, c'est que pour être en regard des ambitions que le GIEC fixe, il faudrait qu'il y ait eu un partage de l'effort au niveau mondial. Ça n'a jamais été fait, ça ne peut pas être fait. Ça a été le blocage des négociations, et notamment des négociations de Copenhague en 2009, si je ne me trompe pas en termes de date. Voilà, et j'étais encore à peu près jeune à l'époque. Et deuxième chose, oui, sur le GIEC, c'est un accord d'experts à minima. Et ça, j'aime le rappeler, c'est que ce qui sort dans les rapports, c'est le moins grave possible. C'est parce que tout le monde est d'accord sur le moins grave, par contre, on n'est pas d'accord sur le plus grave. Mais ce qui se précise dans les rapports du GIEC, c'est la crédibilité, c'est la probabilité, mais aussi on voit la tendance à s'accorder sur le de plus en plus grave. Non pas parce qu'on perd du temps, mais parce que aussi les estimations étaient jugées insuffisantes ou trop faibles auparavant. Donc la trajectoire sur laquelle on pourrait se mettre, sachant que la prochaine réévaluation de GIEC risque d'être pire que ce qu'on a fait et ce qui sert de référence actuellement, est sans doute insuffisante. De là, je rejoins encore la conclusion, c'est que l'Union européenne, elle se met en ligne dessus, c'est très bien, mais c'est insuffisant également, c'est insuffisant en France aussi, mais à peu près dans tous les pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter et qu'il ne faut pas retenir quand même certaines choses. En termes d'instruments, il y en a deux principaux, ça pour répondre à votre question quand même. Il y a quand même le marché carbone d'un côté, l'IU ETS, système européen d'échange de quotas, on peut plus précisément appeler comme ça, et de l'autre, c'est le partage de l'effort. Aujourd'hui, il y a des grosses négociations autour de la répartition de l'effort supplémentaire qui est proposé sur ces deux instruments-là. Est-ce qu'on transfère le plus d'ambition sur tout le système européen d'échange de quotas, ou est-ce qu'on fait des négociations encore sur le partage de l'effort? Grosso modo, le CEQE, où l'IU ETS s'est négocié et s'est discuté au niveau européen. Et le partage de l'effort, c'est on laisse la place aux réglementations nationales pour pouvoir mettre en place leurs propres mesures pour répondre à l'objectif qu'on s'est fixé au niveau européen. C'est à peu près clair? Ouais. Et donc, ça, c'est les deux gros instruments. Après, ça se décline en une multitude. Je pense que M. Durand en saura bien plus que moi là-dessus, de décisions, d'orientation, de stratégie, etc. Il y en a vraiment partout, dont la PAC, qui est une des plus grosses et qu'on essaye de verdir actuellement. Mais il faut bien comprendre qu'au niveau européen, c'est deux piliers, c'est les deux piliers de la stratégie climatique européenne. C'est le marché carbone d'une part et le partage de l'effort d'autre part. Voilà. Et dans la stratégie, pour aller un peu plus loin, peut-être je ne sais pas si je vais anticiper de trop, mais dans les négociations du passage à moins 55% de l'ambition qui est actuellement à moins 40 et de passer à moins 55, il faut savoir que dans la discussion d'ailleurs sur le moins 55, il y a trois cibles. Le Parlement propose moins 60. Le moins 55, c'était proposé par la Commission. Et aujourd'hui, il y a des discussions aussi pour faire du moins 55 en net. Le moins 55 en net, c'est pour niveler un peu l'effort, ça correspond à peu près à du moins 52, grosso modo. Donc, il y a des discussions autour de ces cibles intermédiaires à 2030 pour ensuite aller vers du moins 90% à l'horizon 2050. C'est à peu près ça la cible
en termes chiffrés, parce que la neutralité climatique, c'est bien, mais il faut aussi la quantifier. On pourrait maintenant s'interroger, au vu de tout ce que vous nous avez énoncé là, du fait que l'Union européenne demeure en quête de compétitivité. Donc, cela impliquerait de concilier la croissance et la décarbonation, excusez-moi, dans le cadre de cette même transition écologique. Donc, dans quelle mesure cela peut être paradoxal? Qu'avez-vous à dire donc sur cette croissance verte, justement, Monsieur Durand, Monsieur Bueb, comme vous le souhaitez. Allez-y, Monsieur Durand, alors, comme ça on garde le même ordre pour l'instant. C'est moi qui m'y colle sur la croissance verte. C'est sujet évidemment très important. Moi, enfin, vous le savez, je suis écologiste depuis toujours, depuis en tout cas très longtemps. Et j'ai toujours refusé l'opposition que faisaient notamment les libéraux classiques ou les conservateurs, voire d'ailleurs une partie des socialistes aussi pendant longtemps, et on le voit encore d'ailleurs, hein, de temps en temps, il y a des sorties qui me donnent des frissons encore, sur le fait d'opposer l'écologie, l'emploi, le social, l'économie, etc., et d'essayer d'opposer les uns aux autres. Au nom de justement la nécessité de maintenir le social ou de maintenir la compétitivité des entreprises. Et je trouve cette opposition d'un ringard, franchement, et d'une absurdité absolue par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les contraintes externes. Il y a un moment où il faut arrêter de vivre dans un monde qui n'existe pas. Celui qui pense que maintenant, il suffit de prendre son bateau, d'aller sur l'eau, de récupérer un peu de poisson et d'aller le vendre, et que tout va bien, et que c'est ça le social parce qu'on aide le pêcheur, et que c'est ça l'économie parce qu'on produit encore un peu de ressources halieutiques, il n'a rien compris et il ne comprend rien à la manière dont se présente d'abord le monde maintenant et dont il va se présenter dans les années qui viennent. On est maintenant confronté, et je l'ai dit tout à l'heure, à une question de gestion de ressources, à une question de capacité à pouvoir vivre ensemble et à le faire, je le répète, parce que finalement, l'attribution des ressources, c'est toujours facile si on rentre dans des logiques de conflit. C'est les plus forts ou les plus méchants qui gagnent et qui s'approprient les biens et qui exploitent les autres ou qui les laissent mourir de faim ou je ne sais quoi. Mon problème, ce n'est pas d'arriver finalement à ce que les ressources soient attribuées à certaines ou à certains. C'est de faire en sorte qu'on arrive à les partager et qu'on arrive à les partager sans rentrer dans des logiques de conflit. On les voit déjà, hein, les conflits autour de l'eau, les conflits autour des ressources énergétiques, les conflits demain autour des matières premières, l'accaparement des terres et la manière dont certains pays essayent de prendre la main sur un certain nombre de ressources fait que nous sommes dans une logique qui pourrait être une logique de conflit. Et donc, ne pas comprendre que l'économie de demain, le social de demain, le vivre ensemble de demain, la capacité à pouvoir garder notre humanité passe par un équilibre entre les questions environnementales et de fait les questions sociales et les questions humaines et les questions économiques. Ne pas comprendre ça, c'est être complètement, contrairement à ce qu'on dit, hein, on dit en général, ce sont les écologistes qui sont utopiques, etc. La réalité, c'est que ceux qui croient qu'on peut continuer le modèle dans lequel nous sommes actuellement et qui est en train d'évoluer, heureusement, ce sont ceux-là qui sont dans l'utopie. Clairement, il ne faut pas opposer les deux. Alors, après, les termes croissance, décroissance, pardon d'être trivial, mais ils m'emmerdent. Voilà, je vous le dis très clairement. Il y a des domaines dans lesquels nous allons croître au sens historique, économique du terme. C'est-à-dire, par exemple, si demain je développe le renouvelable, oui, je vais être dans une logique de croissance. Mais si demain je veux baisser la consommation d'énergie fossile, et il va falloir que nous le fassions, eh bien, je serai dans une logique dite de décroissance. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, c'est des instantanés. Ce sont des instantanés, des cartes postales qui n'ont aucun sens. Nous sommes dans un monde où nous allons croître sur certains domaines et nous allons décroître, mais comme on l'a toujours fait. L'énergie pétrole a remplacé pour une part l'énergie charbon, l'énergie nucléaire a remplacé, on a cru sur certains types d'énergie, on a décru sur d'autres. Mon sujet n'est donc pas d'opposer, et je suis un peu long sur cette question parce qu'elle est absolument majeure. C'est-à-dire que tous ceux qui continuent à raisonner en termes d'économie, d'opposition, de croissance verte, de croissance, tout ça me semble franchement, j'ai utilisé le mot ringard tout à l'heure, mais c'est un mot ringard dangereux.
Après, si derrière le mot croissance verte, vous entendez ceux qui essayent de verdir des politiques anciennes pour ne rien changer, c'est-à-dire que là, on est dans le greenwashing le plus total, ceux-là sont dangereux. Ils sont éminemment dangereux parce qu'en réalité, ils sont dans la com et ils essayent de faire croire qu'ils changent de modèle, alors qu'en réalité, ils ne modifient rien. Mais pour le reste, moi, je vis dans les contraintes. C'est un exemple que je prends et je terminerai là-dessus. Je le prends toujours sur le fait de faut-il complètement bouleverser le modèle avant de pouvoir faire avancer les choses. Vous savez, on est un peu dans la même logique que celle du mouvement socialiste dans les années 1920-1930. Quand les socialistes disaient il faut sortir du capitalisme parce que tant qu'on sera dans ce système-là, il y aura l'exploitation, etc., ils avaient raison de le dire ou de le penser. En attendant, je dis bien en attendant, dans ce système-là, et sans pour autant bouleverser le système, ils ont quand même réussi, au moment du Front populaire, à mettre en place les congés payés. Ça n'a pas bouleversé le capitalisme, ça a simplement bouleversé la vie de millions de gens qui ont pu aller à la montagne, à la mer, etc., et qui ont, à un moment, pu récupérer une partie de leur dignité, de leur humanité. La question qui se pose à nous aujourd'hui est un peu de même nature. Je ne me place pas dans la logique de l'attente de la rupture du monde pour essayer de le faire bouger, de le faire évoluer. Voilà, c'est juste ça. Donc la croissance verte ne me gêne pas en tant que telle, dès lors que je suis contraint dans un monde particulier d'agir. Voilà, et j'essaye de le faire du mieux que nous puissions le faire. Voilà, c'est compliqué à expliquer parce que finalement, on dit mais rien ne va changer si. Après, il faut que ça change effectivement, réellement, et qu'on ne soit pas uniquement dans les opérations de com ou de modification à la marge du modèle. Voilà. Bah, vous avez fini en parlant d'opération de com et de modification à la marge du modèle. Donc, Monsieur Bueb, si vous pouvez d'ailleurs redéfinir peut-être pour le public ce qu'on entend de façon assez générale par croissance verte, et ensuite nous donner votre avis à ce propos. Oui, je pense qu'on partage globalement les mêmes conclusions avec M. Durand. Par contre, sur la définition de croissance verte, je pense que ça renvoie quand même à un concept un peu plus structuré et qui oppose en grosso modo, moi c'est tout un travail que j'ai fait à titre France Stratégie auparavant, avec un projet dont j'ai déjà parlé à pas mal d'entre vous ou ailleurs. Moi, j'ai tendance à faire une opposition entre un modèle dit de croissance verte et un modèle, une vision, une façon de penser, en fait, une façon de concevoir l'avenir. Pour moi, derrière la croissance verte, il y a ça. Et c'est assez précis comme modèle, avec une opposition à ce que j'appellerais les modèles de sobriété. Et là-dedans, il y a tout ce qu'on peut dépeindre en décroissance, post-croissance, accroissance, et même dans la décroissance, il y a plein de courants possibles, etc. La croissance verte, ça renvoie à quelque chose, à mon sens, de très précis, qui est de dire que la croissance, ça permet de dégager des fonds nécessaires qui permettront d'investir dans les bonnes structures, lesquelles pourront, alors les bonnes structures, c'est-à-dire dans du vert, lesquelles permettront de décarboner l'économie et donc de découpler, en fait, découpler les émissions de gaz à effet de serre ou de la matière consommée à la croissance. Ceci est le découplage, c'est-à-dire qu'on peut générer des unités de PIB sans nuire ou en nuisant moins à l'environnement de manière générale. Et ça, ces définitions-là, il y a pas mal d'articles de recherche quand même qui sont publiés. Il y en a même un qui est sorti tout récemment à l'Agence européenne de l'environnement, qui s'attaque au découplage et donc à la logique de croissance verte derrière. Ce n'est pas tout à fait la même définition qu'on a abordée. Je pense qu'on se rejoint quand même sur ce que j'avance. Mais sur ce mot croissance verte, en fait, ça renvoie à cet idéal-là. Et donc, il y a quand même beaucoup d'éléments dans le Green Deal, comme en France et comme dans beaucoup de pays, qui misent en fait sur cette logique d'investir pour transformer la société. Et c'est par l'investissement qu'on va transformer la société. Et en cela, c'est insuffisant, parce que ça ne prend pas en compte les limites géobiophysiques de la planète. Ça ne prend pas en compte les répartitions sociales, ou en tout cas très mal, parce que dès lors qu'on s'inscrit et qu'on hiérarchise, bon, je ne vais pas y arriver, hiérarchiser, en fait, la façon de concevoir le monde, c'est-à-dire que sans environnement, il n'y a pas de société humaine, et l'économie est un moyen de ces sociétés, de faire vivre ces sociétés humaines. Et à partir de là, la logique de marché est encore plus un outil au sein même de cette économie. Et ça, c'est un économiste qui vous le dit. Vraiment,
l'économie n'est qu'un outil pour servir la société. Et donc, quand on met pas sur le même plan, en tout cas l'économie, ou quand on veut le mettre sur le même plan que le social et que l'environnemental, à mon avis, il y a un problème. Ça, c'est tout ce qui a été réorienté à partir de Brundtland ou du rapport Meadows, où on a mis avec un même graphique sur le même plan économique, social et environnemental. Voilà, donc il faut, dès lors qu'on reprend, je vais reprendre une fois mon propos, dès lors qu'on se réinscrit dans les limites géobiophysiques du système Terre, on va forcément critiquer le modèle et la façon de concevoir la croissance verte. Voilà, avec la définition que j'ai apportée. De là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Il y a une limite derrière la croissance verte. Alors, effectivement, on va croître sur certains secteurs, on va décroître sur certains secteurs. Alors, je vais utiliser les mêmes arguments, moi, pour ceux qui vont dire ouais, la décroissance, c'est la fin du monde, c'est le retour à la bougie. C'est exactement la même chose que je vais prendre comme argument. Non, il y a des domaines, des secteurs qui vont croître, c'est sûr, notamment parce qu'on va perdre en productivité, ça c'est certain. Et les métiers agricoles vont se développer, c'est une évidence. Les métiers agricoles, c'est parce qu'on va retourner à plus d'emplois dans les milieux agricoles, parce qu'on va perdre en productivité, c'est quasiment sûr, notamment avec les rééquilibrages, avec les circuits courts, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de croissance si on perd en productivité, s'il y a plus d'emplois, etc. Mais c'est aussi sortir de la logique et du mythe de l'indicateur qui est derrière, qui est le PIB, qui est un mauvais indicateur. Ça, on le sait depuis la conception, mais sauf que ça en est devenu un totem, d'ailleurs pour les plans de relance. Et que du coup, ça fait forcément les mesures qu'on va prendre derrière vont être un peu orientées et justement pas réfléchies dans le bon sens. Et derrière la croissance verte, il y a quelque chose que j'aime rappeler, c'est comment réfléchir à la croissance, au modèle de demain qu'il nous faudrait. C'est de partir déjà en fait de la réduction de la consommation et des nuisances qu'on fait sur l'environnement, pour ensuite rendre efficace l'énergie ou la matière qu'on va y puiser, et dans un dernier temps, en fait, substituer ce qui est nuisible par du plus vert. Et en cela, ce n'est pas du tout la logique de croissance verte qui va prendre exactement le chemin inverse. La logique de croissance verte, elle va dire qu'il faut investir, par exemple, dans les énergies renouvelables, puis après faire un peu d'efficacité, voire complètement d'efficacité, mais jamais faire dans la sobriété. Et ça, c'est un problème majeur de compréhension et en tout cas d'approche du monde de demain, parce que dans le monde de demain, il faudra effectivement gérer les ressources, comme ça a été bien dit, de gérer différemment, partager les ressources, et même plus, si on se place un peu au-delà, comme il y a tout un mouvement qui est en train de se monter, ce n'est pas uniquement de gérer les ressources, mais c'est éventuellement de vivre avec, et non pas seulement vivre contre ce qu'on appelle la nature au niveau occidental. Voilà. Je ne suis plus sûr d'avoir répondu à votre question. J'avais besoin de préciser ceci. Non, c'était parfait. Merci beaucoup pour ce premier temps d'échange qui nous a permis à la fois de réfléchir sur les outils et sur la vision. On va maintenant se concentrer sur deux secteurs qui nous paraissent fondamentaux dans la transition écologique. C'est l'agriculture et le secteur de l'énergie. Alors, pour commencer, une première question sur l'énergie. Aujourd'hui, vous savez que le mix énergétique reste une compétence des États. Alors, pour commencer, que pensez-vous d'une union de l'énergie à l'échelle européenne? Donc, on va notamment s'interroger sur le rôle que peuvent jouer les États, notamment en termes de complémentarité. Je pense ici à l'Allemagne, à la France. Et donc, voilà cette première question sur l'énergie. Monsieur Durand, je vous propose de commencer. Déjà, sur la croissance verte, évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Il est clair qu'il y a la réalité derrière les mots. Je comprends très bien les analyses et ce que l'économiste ou le scientifique peut dire. Et puis, il y a la perception, j'allais dire, dans le commun usage des mots derrière, et de ce que les gens mettent derrière le terme croissance verte, qui effectivement est un débat sans fin. Mais je partage et je tiens à dire tout ce qui a été ajouté sur le fait qu'on peut arriver à développer et qu'on peut arriver à définir ce qu'est un investissement vert et à avancer en ce sens. Après, moi, pour répondre à votre question, sur la question de l'énergie, sur la question, les questions agricoles et tout ce qui sont les secteurs qui sont énergivores ou qui sont liés à notre capacité de produire. On a des situations qui sont différentes selon les États, parce que nous sommes à des époques et à des périodes différentes pour ces différents États.
Si vous aviez parlé à la France du fin 19e, début 20e, dans lequel le Nord et l'Est, notre industrie, notre sidérurgie tenaient grâce au charbon, etc., etc., et les milliers d'emplois qu'il y avait, les millions même de personnes qui vivaient autour de ces industries et de cette énergie, vous n'auriez pas eu les réponses que vous avez maintenant. Si je vous dis cela, c'est parce que je voudrais qu'on entende aussi la question sociale en Pologne, la question sociale en Allemagne, où il y a des mineurs qui n'ont pas nécessairement envie de vivre la même situation que celle que nous avons connue dans l'Est et dans le Nord de la France. Et il faudrait peut-être qu'on intègre aussi cette dimension-là lorsque les écologistes parlent d'énergie. Je le dis parce que c'est toujours, pardon d'être direct, mais c'est toujours facile de dire « Ah, mais oui, mais les autres avec leur charbon, etc., ils polluent, nous on fait des efforts, et puis eux, regardez, ils nous en envoient plein, etc. » Oui, 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 c'est vrai. Simplement, c'est vrai aussi qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vivent grâce à cette industrie, grâce à cela, et que donc notre rôle, et je réponds directement à votre question, le rôle de l'Europe, c'est pas d'arriver avec des visions moralistes ou moralisantes, ou de dire c'est pas bien ce que vous faites, comme les gens qu'on a, je veux dire, contraints à acheter des diesels parce qu'on a subventionné le diesel, on a subventionné l'industrie, on a subventionné, etc. Les gens derrière achètent des diesels, on les envoie à 50 bornes des centres-villes, on leur met l'école à un endroit, le centre commercial 30 bornes plus loin, ils achètent 2 ou 3 voitures et derrière on leur dit « Ah oui, mais attendez, vous êtes des assassins, vous polluez, etc. etc. » Et bien sûr qu'ils polluent, mais s'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'il y a des raisons en amont. Et ceux qui traitent l'aval sans traiter l'amont sont injustes et socialement injustes. Et donc, le rôle de l'Europe, ce n'est pas demain, du jour au lendemain, de dire nous voulons la même énergie. Ça n'arrivera j'allais dire, que très tardivement et dans des logiques de transition et d'harmonisation, en tout cas de convergence énergétique, qui seront longues. En revanche, le rôle de l'Europe, c'est de dire comment je peux, avec un objectif, exactement ce qui a été expliqué tout à l'heure par M. Beb, en disant dans quelle vision on se place en termes énergétiques dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la trajectoire. Donc, je définis une trajectoire et l'Europe doit partager cette trajectoire. Et elle est en train de la partager en visant des objectifs, alors, moins 55, moins 60, bon, ça, je laisse de côté, c'est un peu de la négo, mais bon, on met des trajectoires en commun, on les partage. Et après, on laisse aux États, parce que pour le moment, et vous le savez, l'Europe n'est pas fédérale, et donc il y a énormément de subsidiarité, ce sont donc les États qui définissent pour un certain nombre de sujets qu'ils considèrent comme souverains et qu'ils n'ont pas voulu déléguer. Donc ces sujets souverains, c'est eux qui les mettent en œuvre. Mais nous, on définit une trajectoire et on essaye de faire en sorte que ces objectifs soient tenus. Et ça veut donc dire que oui, il va falloir prendre en considération le fait que l'Allemagne développe le renouvelable à une vitesse extrêmement élevée parce qu'elle a décidé de sortir du nucléaire de manière assez, on va dire, brutale, rapide, que la France, elle, continue de s'appuyer pour une grande part sur un mix énergétique qui est très, très, très nucléarisé, mais en même temps avec plus d'énergie électrique que le reste des autres pays, puisqu'on a fait le choix avec EDF de développer l'électricité, notamment sur le chauffage des individuels, etc. Et donc, la Pologne, qui elle se trouve dans une sorte d'étau, qui d'une part est de continuer à produire une énergie très carbonée, et d'autre part de ne pas se mettre en trop grande dépendance par rapport au gaz russe, par exemple, parce que l'histoire fait que les Polonais, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous la connaissez aussi bien que moi, cette histoire. Donc voilà le rôle de l'Europe. Donc ne demandons pas, enfin moi j'aimerais le demander, je suis un fédéraliste, mais encore une fois, c'est des mots qui sont lancés en l'air, donc j'aimerais que l'Europe ait cette compétence. Mais je vis dans un monde réel et je sais qu'elle ne va pas l'avoir demain matin, parce que les États ne vont pas lâcher ces compétences-là demain. Donc, dans le contexte qui est le nôtre, j'aimerais qu'on arrive à valoriser déjà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de gérer les tuyaux. On a une Europe de l'énergie qui fonctionne sur les tuyaux. Les échanges entre États, ils sont beaucoup plus fluides, sans mauvais jeu de mots. La France, par exemple, s'est battue longtemps pour que l'Espagne ne puisse pas exporter son énergie solaire, parce que, évidemment, ça pouvait nuire à notre surcapacité de production nucléaire dans certaines périodes de l'année et sous-production dans d'autres d'ailleurs, bref. Et on a réussi à mettre ça en place. Donc ça, plutôt, ça fonctionne pas mal. Après, pour le reste, on fixe des lignes, on fixe des trajectoires, on n'est pas du tout là où on voudrait être.
hein, on ne va pas se mentir, mais on est en train de discuter dans la taxonomie, ce n'est pas un gros mot, c'est notre capacité à financer ensemble et à contrôler ensemble au niveau européen les investissements qui seront faits, les investissements globalement verts et donc énergétiques aussi, qui seront faits par les États avec des financements européens. Voilà, donc on a deux leviers. On a le levier de l'objectif partagé et on a le levier des financements et de l'affectation des financements et de regarder comment on peut les mettre en œuvre. Donc, bon, après, on peut parler de la PAC, hein, c'est la même chose, mais l'énergie est à la base de la constitution de l'Europe, et vous le savez avec la CECA, l'économie du charbon et de l'acier, mais pour autant, cette mise en commun était plus économique que politique, et le sujet que nous avons maintenant, c'est d'arriver à construire cette Europe politique de manière à ce que des objectifs vraiment partagés puissent être mis en œuvre au niveau des États membres. Nous reviendrons sur la PAC plus tard, juste après, en fait. Et M. Boy, peut-être vous voulez… Ouais, moi je vais répondre plus de manière un peu théorique, en fait, avec le concept d'anthropocène. C'est le concept. L'idée d'anthropocène, on voit bien qu'en fait, il faut repenser énormément de choses, hein, de toutes nos sociétés, notamment notre conception de faire l'espace et d'approcher l'espace. Comment, en fait, et du coup, pour l'énergie, je vais rester sur l'énergie, hein, je n'ai pas perdu l'idée. En fait, pour être efficace, pour être sobre d'abord, puis efficace, et éventuellement après avoir complété nos besoins énergétiques, produire nos besoins énergétiques à partir de renouvelables, il faut inscrire la production énergétique de manière la plus décentralisée possible. Aujourd'hui, on est dans des systèmes très centralisés qui engendrent des pertes. Alors, ils sont plus ou moins efficaces. Hein. Le nucléaire, c'est une des énergies les moins efficaces, si on peut parler du nucléaire, mais le charbon pollue beaucoup plus, donc il y a tout un tas d'arbitrage derrière, mais peu importe. On a besoin en fait d'avoir la production, mais qu'elle soit énergétique comme agricole, la plus locale possible pour justement alimenter pour répondre aux besoins. En même temps, on a besoin d'une solidarité accrue, parce que les renouvelables, c'est variable, parce que les productions agricoles, c'est variable, parce que le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité rendent d'autant plus ceci variable. Les années à venir, je ne sais pas si vous avez regardé les petites publications de Météo France ces dernières assez récentes, justement, sur les problématiques et les risques climatiques qu'on a rien qu'en France pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Je vais dire grossièrement, ça craint. Et donc, il faut pouvoir être solidaire à toutes les échelles pour pouvoir rendre solides, résilients les systèmes énergétiques comme les systèmes agricoles. Je reste sur les systèmes énergétiques. Donc, il faut la production locale, mais il faut un maillage territorial, national et européen. Donc, organiser en fait non seulement du transfrontalier, ça c'est une évidence, c'est déjà le cas, mais encore plus le faire au niveau européen, avoir une construction européenne de l'énergie extrêmement forte. Ce côté espace, gestion et approche de l'espace, à la fois du local au global, est hyper important pour tous les sujets, notamment énergétiques, parce que l'énergie, c'est la base de notre survie. Et donc, voilà, c'était pour répondre, avoir formulé une réponse un peu théorique, mais c'est vraiment important. Il y a quand même pas mal de travaux qui commencent à émerger justement sur ces approches un peu locales, globales, mais à la fois systémiques et pluridisciplinaires. Repenser le territoire, non seulement plus par rapport à la ville ou par rapport à un mécanisme centralisé, de production centralisée, mais de manière le plus locale possible, avec un maillage, une sorte de grid et un réseau extrêmement dense pour pouvoir rendre résilient et solidaire ici la production énergétique et la consommation énergétique. Est-ce que je peux juste dire un mot pour dire que je partage à 1000% cette vision qui n'est pas simplement théorique, hein, parce qu'elle marche, elle a marché, notamment sur le développement du renouvelable en Allemagne, qui s'est fait pour une grande part grâce à la délocalisation. Simplement, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans la logique opposition du théorique et du pratique, hein, mais en l'état des capacités européennes, puisque la question que vous posiez, c'était est-ce que l'Union européenne peut, etc. Dans un monde idéal, la réponse est clairement oui. Dans un monde idéal, il faudrait que l'Union européenne arrive à faire cela, etc. Mais
aller expliquer, par exemple, en l'état à EDF, et je vous laisse faire, hein, parce que personnellement, j'y renonce, qu'il faut très rapidement décentraliser, arrêter de passer par des grands tuyaux, etc., avec des grandes lignes à haute tension d'ATHT partout, et avec des centrales de production, alors qu'ils reproduisent, même sur le renouvelable, ils ont tenté de reproduire, même sur le renouvelable, la même logique que celle qu'ils avaient mis en œuvre avec le nucléaire, c'est-à-dire des grands centres de surproduction, et après pour arroser partout sans tenir compte des réalités locales ou des demandes ou des capacités locales, notamment en renouvelable. Donc, je suis d'accord avec vous à 100%. Mon problème, qui n'est pas que le mien, hein, qui est un problème assez générique au niveau européen, c'est que nous n'avons pas le levier à ce stade, nous n'avons pas la capacité, donc on peut accompagner, on peut proposer, on peut analyser tout ce que vous venez de dire sur l'énergie, et je répète, je suis d'accord, mais pour autant, on n'a pas la capacité de l'imposer. Donc, il faut arriver, et quand vous parliez de la question de la taxonomie, j'évoquais rapidement la taxonomie, j'ai vu qu'elle était évoquée également dans les conversations, dans les échanges. On est en train de se battre là, de débattre, pardon. On est en train de débattre, de savoir si la France va avoir gain de cause sur le fait de faire entrer le nucléaire dans la taxonomie, parce que le nucléaire, la France, connaissez cet argument par cœur, considère que le nucléaire étant une production d'énergie décarbonée, en tout cas très faiblement carbonée par rapport aux énergies fossiles, donc devrait être considéré comme une énergie verte, alors que naturellement d'autres pays s'y opposent. Et à titre personnel, je m'y oppose également. Je considère que ça n'est pas une énergie verte. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi, mais je pourrais. Et que par ailleurs, les Polonais, par exemple, essayent de mettre le gaz en expliquant que c'est une transition nécessaire pour sortir du charbon, parce que le charbon est pire. Voilà. Donc, si je vous dis ça, ce n'est pas du tout pour encore une fois opposer le théorique au pratique, mais c'est pour dire que sur un plan, là, au quotidien, quand nous légiférons, nous sommes obligés d'arbitrer entre des intérêts qui parfois sont contradictoires, mais qui se comprennent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question sociale en Pologne ne peut pas être facilement dissociée de la question du charbon. C'est une question énergétique et une question sociale aussi. Et on sait très bien que si demain je ferme les mines, mais là je simplifie, hein, mais si demain je ferme les mines, je risque d'avoir en Pologne des conséquences sociales qui sont à peu près du même ordre que celles que nous avons connues, nous, dans le Nord ou dans l'Est. Donc, voilà, j'entends hein, bien entendu ce que vous dites et je le partage. Après, il faut comprendre que ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et qu'il faut transférer des compétences des États membres à l'Union si on veut vraiment qu'on avance de manière efficace et partagée. Merci beaucoup. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur les questions énergétiques avec les questions du public. En tout cas, je vois que ça intéresse beaucoup le public. Alors, on va passer au domaine de l'agriculture. Et peut-être, pour commencer, une première question sur la PAC. Donc, je vous rappelle que c'est la politique agricole commune. On pourrait se demander quelle nouvelle architecture de la PAC pouvez-vous imaginer pour réussir cette transition agroécologique. Donc, c'est volontairement une question assez vaste qui nous permet d'évoquer différentes dimensions. Peut-être Monsieur Webb pour commencer. Je ne suis pas du tout expert des questions agricoles. Hein. La PAC, d'autant plus que la PAC, c'est un mécanisme assez complexe. Est-ce que la PAC peut être moteur de la transition agroécologique? Oui, elle pourrait, si on la refonde entièrement. Mais il y a énormément de choses. Le deuxième pilier, qui est justement qui a trait au verdissement de la PAC, bah ouais, il est bien, il existe, c'est bien qu'il soit là, mais c'est très largement insuffisant pour repenser, pour verdir. La PAC, c'est la politique agricole, donc vous l'avez dit, agricole commune, elle s'intéresse essentiellement, voire totalement en fait, à l'agriculture. Ça, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas expert, parce que je ne sais pas si c'est totalement ou pas, ou s'il y a des petites parties consommateurs, parce que pour avoir des filières agroécologiques, il faut penser système alimentaire. Voilà. Penser système alimentaire, c'est de dire, on va regarder, c'est la fameuse initiative de la fourche à la fourchette, hein, qui est essentielle, c'est repenser vraiment comment on peut entraîner des modifications. On met en place un plan protéines en France, certes, ça marche,
Mais pourquoi ça n'a pas marché auparavant? Qu'est-ce qui a fait des blocages? Il y a énormément de problématiques un peu partout. Il y a la problématique des agriculteurs qui ne veulent pas se lancer dans des nouvelles techniques ou dans des savoirs perdus. Il y a des problèmes de savoir, de connaissances, d'éducation, de formation derrière. Il y a le problème des coopératives, ou en tout cas de goulets d'étranglement à peu près dans tous les pays européens entre l'agriculteur et le consommateur, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'oligopoles en fait, qui contrôlent en fait, les filières et qui structurent les filières et qui empêchent ces transformations. Il faudrait taper là. Il y a la présence aussi de syndicats assez costauds. Et derrière, en fait, on n'arrive pas au niveau du consommateur. Il y a des questions de transition juste qui ont été évoquées. Et du coup, à avoir une pensée systémique en fait, de la PAC. Et ça, on en voit vite les limites pour transformer radicalement le système. Par exemple, quand le fait de passer, on dit qu'il faut changer, qu'il faut avoir plus de protéines végétales, etc. Mais il y a les cantines, il y a tous les réseaux de restauration qui sont à repenser. Et généralement, ils ne s'approvisionnent pas forcément en France. Et donc, ça crée des problématiques. Donc, si on veut qu'ils s'approvisionnent en France, notamment en protéines végétales, il faut peut-être mettre en place d'autres mécanismes à côté, les ajustements carbone aux frontières, qui sont en discussion actuellement aussi au niveau européen. Donc, la PAC, est-ce qu'elle est suffisante pour penser l'agroécologie? Non, parce qu'elle n'est pas suffisamment systémique, à mon sens. Le modèle agricole tel qu'on le connaît là actuellement, et notamment tel qu'il s'est développé aux États-Unis, tel qu'il s'est développé au Brésil, en Argentine ou ailleurs, est un modèle qui n'est pas compatible avec notre capacité à maintenir une agriculture paysanne, une agriculture locale, et à maintenir à la fois de l'emploi et des produits, on va dire, de qualité sur la durée, tout simplement parce qu'ils seront écrasés par des logiques industrielles et agroalimentaires auxquelles ils ne pourront pas faire face s'il n'y a pas d'aide. Donc, ce modèle-là n'est pas bon, c'est clair. Pour autant, on vit avec. Et il ne va pas s'arrêter demain matin. Par exemple, typiquement, on parlait tout à l'heure de la capacité que nous aurions à pouvoir être en autosuffisance sur les protéines en Europe. Ça a été un choix qui a été fait après-guerre. Ça a été une répartition. En gros, je te donne les céréales, toi tu prends le soja, etc. Ça a été les grands accords internationaux qui ont modelé notre modèle agricole actuel. Et si je vous dis que nos bêtes sont nourries, nos bêtes, des millions de têtes d'élevage sont nourries grâce ou avec du soja qui vient d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, d'ailleurs pour l'essentiel transgénique, dès lors qu'il arrive du Brésil, et qu'on touche là du doigt, j'allais dire, trois phénomènes. Un, nous ne sommes pas en autonomie. Deux, nous importons du soja transgénique qui est donc mauvais pour beaucoup de raisons et notamment pour la santé. Et trois, nous participons à la déforestation, notamment de l'Amazonie. Donc nous détruisons la biodiversité, nous détruisons notre capacité à maintenir un équilibre planétaire et nous le faisons parce que nous devons nourrir nos bêtes. Donc ça, c'est une réalité objective. Après, passer de 95% à zéro en l'espace d'une PAC, même de 2 PAC, je ne sais pas faire. Une PAC, en gros, c'est 6 ans ou 7 ans. Ça prend du temps. Il faut réutiliser différemment les prairies, les champs, etc., etc. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable et je pense même que nous allons aller vers cela. Et c'est ça l'objectif de la PAC, mais ça n'est pas gagné. Après, il faut aussi regarder les contradictions qui sont celles du monde agricole. Vous parliez tout à l'heure d'un grand syndicat, et on peut le dire, c'est la FNSEA en France, qui bloque un certain nombre d'évolutions. Pas toutes, mais un certain nombre d'évolutions, même s'ils bougent un peu. Ils avaient intérêt à bouger, parce que le schéma est en train de s'effondrer pour la majorité. Quelques gros s'en sortaient, les autres étaient tous en train de mourir les uns après les autres. Mais moi ce schéma, par exemple, j'aimerais que la FNSEA monte un peu plus au créneau pour s'opposer au Mercosur, pour s'opposer aux accords internationaux avec le Canada, avec le CETA ou avec les États-Unis. Parce que vous ne pouvez pas à la fois demander une libéralisation des échanges agricoles, parce qu'ils sont demandés aussi par un certain nombre de nos industries agroalimentaires.
qui veulent exporter. Donc ne soyons pas naïfs, hein. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Ça, ce monde-là, il existe rarement. Mais donc on a des contradictions, parce qu'on a, nous, une industrie agroalimentaire qui, pour une part, demande ces contrats de libre-échange, et d'autre part, des éleveurs, des agriculteurs qui vont mourir si on commence à importer encore plus de viande, encore plus de produits protéinés, du soja, etc. Ils n'ont aucune capacité à terme de s'en sortir. Donc, la PAC que nous essayons de mettre en œuvre est une PAC qui tend à modifier ce modèle, qui était un modèle complètement absurde, dans lequel, par exemple, pendant des années, on avait une prime à l'hectare. Alors, si je vous dis une prime à l'hectare, ça parle à personne. Sauf que si je vous dis, c'est simple, plus vous avez d'hectares, plus vous touchez d'argent de l'Europe, là, vous comprenez bien. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, on va la faire simple, plus vous êtes riche, plus vous aviez d'aide. Et ça, on est en train de le découpler, alors pour le coup, avec les actifs, les vrais actifs. Et dans les actifs, il faut qu'il y ait le nombre de salariés, par exemple. Parce qu'on sait très bien que la culture intensive, et ça a été dit par M. Buet tout à l'heure, la production, on va dire agroécologique, normalement crée plus d'emplois que la production intensive. Et donc, il faut qu'on arrive à coupler les aides, à faire en sorte que les aides aillent plus vers ceux qui développent à la fois une logique plus protectrice de l'environnement, qui refont des haies, qui mettent les bêtes au pré, etc., plutôt que dans des fermes-usines, et en même temps qui engagent du personnel, etc. C'est quelque chose de compliqué. Il y a une résistance d'un certain nombre évidemment de grands groupes très puissants qui n'ont pas envie que ces choses arrivent. Et puis, il y a ceux qui souffrent des concurrences et qui sont en train de se battre. Le problème qu'on a, et je voudrais terminer là-dessus, mais c'est qu'on essaye de changer un modèle avec la majorité des gens qui sont dans Dieu sait qui travaillent. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver à la fois les leviers pour transformer le modèle, tout en faisant en sorte que les paysans et les éleveurs qui essayent de continuer une production, notamment locale, paysanne, etc., ne meurent pas. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que les intérêts sont très, très, très contradictoires. Mais bon, là aussi, je vous dirais un peu la même chose que pour le Green Deal. Ça bouge, hein, les prises de conscience se font et ça bouge sur la PAC. Mais largement de manière insuffisante, mais surtout, ça doit être couplé avec notamment les grands contrats et traités de libre-échange. Pour juste réagir, mais pour être d'accord aussi, hein, c'est que je voulais préciser, c'est vrai que les accords internationaux, la variable d'ajustement, c'est les agriculteurs, toujours. Donc là, c'est l'agriculture en général. Sur les questions, en fait, faut pas, effectivement, les agriculteurs sont très mal payés. Et de l'autre, en fait, si on va faire plus d'actifs, ça sera sans doute un peu plus cher. Et si c'est un peu plus cher, il faudra sans doute repenser à l'accès pour les consommateurs, parce qu'il y a des inégalités qui se creusent globalement dans les pays développés. C'est pas nouveau, c'est un phénomène qui date des années 70 pour les États-Unis, un peu plus récent pour l'Europe, mais il y a des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Et du coup, avec la crise qu'on traverse actuellement, on le voit avec vous, étudiants, qui allez sans doute faire la queue pour avoir des paniers pour survivre. Et ça, c'est valable aussi pour les autres parties de la population qui sont un peu plus cachées que les étudiants. Donc ça, c'est vraiment très important de prendre en compte. Pour l'agroécologie, elle émerge enfin seulement, mais c'est tout un modèle et qui pensera complètement différemment que le modèle en place. Donc c'est pour ça aussi que ça met du temps à se mettre en place. L'agroécologie, c'est vraiment construite en dehors. Quand vous voyez les collapsologues, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, j'ai oublié les noms des deux auteurs, mais ils viennent du milieu agroécologique, ils se sont construits complètement à côté parce que c'était inaudible d'avoir un autre discours dans le milieu agricole. C'est un milieu qui est assez fermé, c'est dur de le faire bouger. Ça bouge aujourd'hui parce qu'il y a un plafonnement des rendements en France des grandes cultures agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a le changement climatique, les terres qui ont été très polluées par les pesticides et autres, qui ont été mis dessus, des sols tassés, et il y a un plafonnement des rendements, et du coup, ils voient poindre un risque de non-résilience et de non-adaptation, merci Pablo Servigné, de non-adaptation aux enjeux climatiques qui vont arriver, aux défis. Donc les systèmes d'agroécologie les plus viables et les plus résilients, les plus adaptables, ce sont les systèmes de polyculture élevage.
faut l'avoir. On va avoir en tête, donc c'est pas effectivement les fermes des 1000 vaches, c'est pas non plus les grands champs, voilà. Donc c'est un mix de tout ça, mais ça nécessite de réapprendre. Encore une fois, je reviens sur l'éducation à la formation qui est très importante. Or, les agriculteurs sont très vieux. Il y a quasiment 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite en France dans les 5 prochaines années. Et ça, c'est problématique. Et s'il y a 50% des agriculteurs, ils ne vont pas être remplacés par 50% à moins que vous changez de formation tous, là, c'est possible. Hein. Je vous invite, peut-être que c'est une solution. Je crois qu'il y en a un dans le public qui l'a déjà fait. Mais c'est voilà. Et du coup, ça entraîne quoi? Ça entraîne encore une concentration supplémentaire des terres. Donc, ça invite encore au productivisme encore de manière plus importante. Je complète juste là-dessus. Et la question, en fait, effectivement, ça prend du temps, les négociations, tout ça, mais globalement, c'est pas valable que pour l'agriculture. Il faut qu'on change dans 10 ans. Dans 10 ans, après 2030, ce sera quasiment trop tard. Hein. Voilà. Mais ça, c'est les constats généraux. Voilà. Et j'ai fini là-dessus sur l'action. Merci à vous deux pour ces informations sur la PAC. Donc, vous avez bien énoncé les difficultés internes à l'Union européenne, tant en matière d'énergie qu'en matière agricole. Comment demeurer compétitif, comment ne pas laisser les agriculteurs subir les changements actuels. Et ça nous interroge aussi sur la puissance européenne à l'échelle mondiale. On va passer maintenant dans une troisième partie à des questions plus d'ordre géopolitique. L'Europe peut-elle se penser comme une puissance verte? Est-ce qu'on pourrait parler de diplomatie verte? Est-ce que l'Union européenne pourrait faire de sa transition écologique un instrument de son pouvoir sur la scène mondiale? Monsieur Durand, si vous voulez commencer, je vous en prie. Je veux bien commencer là-dessus. C'est évidemment un de mes dadas. Je vais être là tout à l'heure. M. Buet disait que si d'ici 10 ans, on n'a pas résolu la question des évolutions des modèles, voire des transformations de modèles, c'est foutu. Moi, je vais être aussi direct, mais pour la capacité politique. C'est-à-dire que si l'Europe ne se pense pas en puissance souveraine et en élément motrice, l'Europe motrice, mais comme un des moteurs des transformations de la planète et de la société, alors elle est fichue. Elle va disparaître. C'est-à-dire que si on reste sur le modèle d'une Europe espace économique, et simplement un espace économique, un espace de grand marché, dans lequel nous aurons vraisemblablement, comme encore pour quelques années, hein, on reste quand même une puissance financière majeure, on est une zone économique absolument majeure, mais si on se limite à ce rôle-là, sans construire une Europe politique, sans essayer de voir quel monde nous voulons porter, et dans le monde justement extérieur, on sort quand même de quelques années avec Trump, on a Bolsonaro et les logiques qu'il défend au Brésil, on a la Chine et sa vision de l'économie, et là non plus, je n'ai pas besoin de développer, je ne parle même pas de la démocratie, mais leur vision du monde. Nous savons que nous ne portons pas la même vision, les mêmes valeurs. Et nous avons donc absolument besoin, quand je parlais tout à l'heure de l'importation du soja, si je reste uniquement dans une logique purement économique, alors le but du jeu, c'est de nourrir mes bêtes avec le produit le moins cher possible, qui leur donne la capacité de grossir et d'être mis sur le marché, d'être abattus, etc., le plus rapidement possible. Ça, c'est la logique purement économique. Mais si je continue à faire ça, je sais que je participe à la destruction à la fois de mon élevage et en même temps de l'ensemble de la planète. Et donc, si je n'ai pas la capacité, d'une vision politique partagée, et ça, c'est de la politique, c'est-à-dire faire le choix du modèle dans lequel nous voulons vivre, quelle démocratie nous voulons défendre, quelles valeurs nous voulons défendre, quel partage économique, social, etc., quel modèle, ça a été dit tout à l'heure, quel modèle nous voulons porter, et ça, c'est un choix politique, c'est un choix de société, c'est un choix de vie. Donc, si je n'ai pas, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté de faire, il faut derrière avoir aussi la capacité. Et la capacité, c'est la vraie souveraineté, c'est la définition de la souveraineté. Ce n'est pas l'indépendance, c'est le fait de pouvoir, si ce n'est imposé, parce que vous placiez un peu votre question en rapport de force, mais je comprends, hein, en géopolitique, les rapports de force existent. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on serve plus
non pas de modèle, je n'ai pas une vision impérialiste du monde, mais en tout cas qu'on serve de référence pour nos valeurs et qu'on ne soit pas soumis aux diktats ou aux valeurs ou aux références des autres. Le modèle agricole américain, ça n'est pas le mien. Le modèle chinois d'économie à la fois étatique et de travail, d'exploitation, de travail forcé, etc., ça n'est pas le mien. Et je sais demain que je ne peux pas me mettre en concurrence avec ce type de fonctionnement économique. Je ne vais pas refaire travailler les enfants, donc on va pas s'aligner à la baisse. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, l'Europe doit être en capacité de dire, eh bien les produits qui sont fabriqués par des enfants, ils ne rentrent pas en Europe. Et ça veut dire aussi que nos entreprises ne peuvent plus aller externaliser leur production dans ces pays à des conditions odieuses. Donc voilà, pardon, mais c'est un sujet absolument majeur. L'Union européenne en tant que telle disparaîtra si elle n'est pas en capacité demain de se dire oui, je suis une puissance verte et je souhaite maintenir un certain nombre de valeurs, de principes, de règles comme condition d'accès à mon marché. Et si je fais ça, d'abord, je vais relocaliser pour une grande part. Je vais donc recréer de l'emploi. Et c'était évidemment énorme. Et par ailleurs, je vais me mettre en capacité aussi de peser sur les autres. Parce que les Chinois, pour avoir le marché européen en ligne de mire, seront obligés de modifier eux aussi. C'est tout l'objet du devoir de vigilance et de ces textes. C'est d'essayer aussi de modifier, mais par le commerce, par l'économie, par l'échange, pas par le conflit ou pas par la guerre, d'essayer de faire changer les conditions d'exploitation des gens au Bangladesh ou ailleurs. Je ne suis pas naïf, hein. Je ne dis pas que ça va être facile à faire. Je dis que si nous ne décidons pas de le faire, si nous ne nous donnons pas les moyens de le faire, alors nous pouvons fermer, tirer les rideaux de l'Europe en tant que puissance et de défense de nos valeurs. On dépendra toujours des autres. Oui, je suis globalement aussi d'accord, parce qu'on peut être une puissance. L'Europe sera une puissance verte si c'est déjà une puissance. C'est pas une anecdote en ce moment, il y a Biden qui essaie aussi de mettre en place il a lancé des invitations, c'est à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois d'avril, je crois. Je ne crois pas qu'il soit déjà passé, mais justement pour faire un grand symposium justement sur le verdissement de la planète, etc., etc. Et les États-Unis œuvrent actuellement pour retarder en fait les décisions européennes, pour justement qu'il n'y ait pas en fait une normalisation, une création de normes à partir des décisions européennes, et que les décisions européennes ne fassent pas normes et s'imposent en fait au reste du monde. Donc là, il y a un petit enjeu de géopolitique là derrière qui est clair et net. Maintenant, si l'Europe arrive à s'accorder, ce qui n'est pas prévu, il y a plein d'échéances en fait sur lesquelles s'accorder cette année et l'année prochaine. Même si l'Europe s'accordait sur les 3/4 des choses vertes, ça n'en ferait pas pour autant une puissance suffisante. Il faut partager des valeurs communes. Je pense que l'Acte unique a construit une Europe libérale. Le libéralisme a ses atouts et ça a aussi ses inconvénients. On est passé aussi depuis l'Acte unique à une Europe de la concurrence entre les États, entre les gens, et qui, à mon sens, déstructure un peu la vision européenne partagée. Elle n'y est plus comme elle l'était avant. Par contre, il faudrait que ça leur devienne, pour que ça redevienne puissance. Et je pense, au-delà d'une puissance, ça serait salvateur pour tous les citoyens européens, quels qu'ils soient. Reste un Européen convaincu. Et cette Europe-là, pour l'instant, elle marche mal. Et notamment, je peux parler de ce que je connais le mieux, c'est pour avoir une Europe qui soit puissance, il faudrait qu'elle ait déjà une monnaie. Parce que la monnaie, ce n'est pas qu'un instrument économique neutre, comme c'est souvent pensé, c'est bien plus que ça. C'est fédérateur et c'est constitutif même d'une entité. Et ça permet d'irradier tout le monde, ça permet de créer une politique économique et donc de partager pas mal de choses, alors qu'on a une politique européenne commune, notamment en faisant de la redistribution et du partage des richesses. Et le partage des richesses, c'est un élément essentiel de la construction socio-écologique. On y revient. Et donc, pour avoir une puissance verte, il faut qu'elle soit sociale et donc économique. Je ne remets pas sur le même plan l'économique, etc., que le social et l'environnemental. Pas du tout. Par contre, l'économique en termes de constitution de puissance, au sens où on l'entend, c'est
hyper important pour pouvoir se donner et construire un idéal commun et s'imposer et imposer des choses au reste du monde, et notamment une vision des choses. Pour l'instant, il n'y a pas de vision commune partagée. Quand on voit la Pologne et la France par rapport à la taxonomie, est-ce que a dit M. Durand, je suis tout à fait d'accord, où on va peut-être se retrouver à la France se battre pour pousser le nucléaire et s'allier du coup avec la Pologne qui veut pousser le gaz pour faire entrer dans des choses soi-disant vertes, ça pose problème. Voilà. Donc l'Union européenne, elle doit être solidaire, à construire un idéal européen partagé par ses citoyens pour pouvoir être puissance. Voilà. Et éventuellement, que le volet vert soit quelque chose à mettre en avant du point de vue de l'Europe. Voilà. Si je puis me permettre, je suis d'accord à 100%. Bon, sur l'acte unique, on peut en parler sur l'évolution, mais il y a un point également qui est important au-delà de la monnaie, c'est le budget. Il n'y aura pas non plus de puissance européenne s'il n'y a pas de budget et de ressources propres européennes. On n'a jamais vu une puissance se construire sans avoir la capacité financière. Et là où on a un rôle des États, et à la fois je le critique en tant que fédéraliste, mais je le comprends en tant que contribuable, là pour le coup, c'est que ce sont les États membres, des États-nations qui payent contribution au Parlement européen, qui vote un budget qui en réalité est abondé pour l'essentiel par les États membres. Et tant qu'on sera dans cette logique, qui est une logique complètement schizo, qui d'un côté fait que les États payent, et puis d'ailleurs, alors après, ils font des grandes thèses comme Thatcher en disant rendez-moi mon argent, enfin, etc., je n'en parle même pas, mais d'un côté, ils payent, et de l'autre, on leur demande de déléguer leur souveraineté sur un certain nombre de points. Et c'est très compliqué à faire. Donc, la logique, et peut-être avec Joe Biden, on va arriver à quelque chose d'intéressant, puisque là, sur la question fiscale, il a demandé à ce que maintenant, on sorte des logiques qui sont notamment celles des GAFAM, de ne pas payer d'impôts, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, juste une parenthèse, mais Zoom, puisqu'on est sur Zoom. Zoom a fait quelque chose comme 660 millions de dollars de bénéfices l'année dernière. Il n'a pas payé $1, je vais dire €1, il n'a pas payé $1 d'impôt fédéral américain. Ça, même les US commencent à en avoir ras-le-bol et comprennent qu'il faut qu'on ait peut-être une logique maintenant de mondialisation fiscale, comme on a eu une mondialisation pour les échanges commerciaux. Voilà, donc ça bouge. Moi, vraiment, je serais attentif à ce qu'on ait aussi, au-delà de la monnaie, bien sûr, je partage, mais qu'on ait un budget européen, de manière à ce que ça ne soit plus directement les contribuables nationaux qui financent le développement. Il n'y aura pas non plus d'Europe verte s'il n'y a pas la capacité d'avoir les leviers d'investissement. Et ces leviers d'investissement en Europe, contrairement aux États-Unis, c'est pour une grande part des investissements publics ou parapublics, et pas uniquement des investissements levés à la bourse, etc. Aux US, c'est 80% des investissements qui sont levés comme ça sur les marchés financiers. Nous, ce n'est pas notre culture. Donc, il faut qu'on trouve les moyens aussi de pouvoir mettre en œuvre ces leviers. Et pour reprendre, parce qu'il y a une question, effectivement, pour que ça soit plus précis, je parle de monnaie, évidemment, il y a la zone euro. On ne peut pas faire d'économie si on n'a pas deux bras. Et il y a un bras, c'est le budget, ça vient d'être mentionné, et l'autre bras, c'est la monnaie. Et on n'est pas du tout au même niveau entre l'Union européenne et la zone euro. Ça pose problème de ne pas l'avoir. Et que tout le monde devrait être dans la zone euro, mais la monnaie, elle devrait être aussi complètement liée aux politiques budgétaires. Elles ne peuvent pas être indépendantes. La Banque centrale européenne indépendante avec un mythe de contrôle unique de l'inflation, ça pose problème. Il n'y a que cette banque centrale au monde qui fait ça. Et on voit toutes les difficultés qu'on a à se remettre 10 ans après la crise financière. On ne s'en est toujours pas vraiment remis. Enfin, en tout cas, certains États, ils le payent encore très très cher. Elle-même n'y croit plus d'ailleurs. Enfin, oui, je sais bien, mais bon. Elle-même n'y croit plus. Mais enfin bon, pardon, là on est en dialogue, on se met en dialogue privé, là c'est. Ouais. Mais non, c'était pour repréciser par rapport à la question. Effectivement, la monnaie commune existe, mais il faut une monnaie aussi qui soit au même titre. Il faudrait une monnaie au niveau de l'Union européenne, au niveau des 27, et pas qu'au niveau des 19. Okay. Et si on peut finir là-dessus, alors qu'on soit dans un schéma démocratique complet, c'est-à-dire qu'on ait enfin un Eurogroupe, c'est-à-dire le groupe qui gère la monnaie officiellement, qui soit directement, je veux dire, démocratique, c'est-à-dire soit élu par le Parlement, soit qui rende des comptes au Parlement. En l'état, l'Eurogroupe ne rend de compte qu'à personne,
c'est un truc qui est complètement en dehors des traités, le regroupe. Ils font ce qu'ils veulent. En général, d'ailleurs, ils le donnent aux Pays-Bas parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller directement chez les tenants d'un libéralisme absolu. Et donc, les Pays-Bas gèrent ça, alors avec une espèce de conseil qui ne rend compte à personne d'autre qu'aux États. C'est absolument, je vais dire, unique dans le monde. On ne peut pas, là non plus, continuer comme ça. Il faut réformer le fonctionnement de la démocratie européenne, bien sûr. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à nos questions sur l'aspect géopolitique de cette transition. On va passer maintenant aux questions du public. Donc, on a traité, on a reçu de multiples questions dans le chat. Et on va commencer par une question d'actualité. Deux personnes ont posé une même question. Y aurait-il des risques de report législatif et une revue à la baisse du Green Deal en raison de la crise économique et de la priorité à la relance aujourd'hui? Ouais, juste un point ouais, il y a des risques pour moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais des différents objectifs qu'il pouvait y avoir, au début, il y avait moins 55%. Le Parlement, et je l'applaudis, a voulu passer à moins 60%. Et dans les négociations actuelles, il y a certains États qui proposent moins 55% net. Donc on voit, bon, c'est que 3-4 points de différence. Parce que moins 55% brut par rapport à moins 55% net, c'est moins 52 brut. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, de réduction des émissions par rapport à 1990. C'est un peu de moins 10 ans, clairement. Au niveau de la taxonomie, ce qui a été dit pour l'inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie verte, c'est du moins 10 ans. Voilà, il y a toujours des courants de moins 10 ans. Est-ce qu'on va se servir de la crise pour le mettre dedans? Oui, mais comme on va se servir aussi de ce qui a été mentionné tout à l'heure, des conditions sociales qu'il peut y avoir dans certains États, notamment en Pologne, qui est très charbonné, on prend souvent cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Il peut y avoir plein d'agriculteurs qui vont être laissés sur le carreau, il y a toutes les raffineries en France qui vont être laissées sur le carreau, éventuellement tous les publicistes. La publicité dans un monde de l'après, on peut se demander si ça a un rôle encore à jouer, vraiment. Donc il y a pas mal de questions qui peuvent être derrière et qui pourront amener à créer des tensions et à réviser à la baisse, en fait, les engagements. Pardon, oui, même réponse avec simplement la demande, mais je sais que tout le monde en a conscience, mais la demande de prise en compte en réalité par un certain nombre de secteurs, de professions qui souffrent et qui souffrent à cause de la crise. On ne peut pas empêcher, par exemple, le secteur du tourisme de se sentir dans une situation de survie pour un certain nombre d'entre eux, pareil pour les restaurateurs. Pareil, surtout pour ceux qui respectent la loi, contrairement, mais ce sont toujours les mêmes qui la violent. De toute façon, il n'y a pas d'étonnement à avoir, malheureusement. Mais ceux qui essayent de respecter les choses et qui sont dans une situation de précarité terrible. Et c'est très difficile pour un législateur de ne pas tenir compte de cette situation. Et malheureusement, un certain nombre de conservateurs et de groupes de pression vont se servir et se servent de cet argument. Il n'y a pas mais franchement, il n'y a pas une prise de parole de la droite réactionnaire au Parlement qui ne commence pas par « en l'état de la crise sanitaire, comment voulez-vous faire supporter aux PME, etc. etc. » Je pense que s'il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas un. C'est-à-dire que toute leur discussion et tout démarre là-dessus, à chaque fois. Et nous, on est obligé de réexpliquer que c'est justement parce que l'on ne ferait pas ou parce que l'on ne prendrait pas les trajectoires nécessaires, etc., que demain, ces PME vont mourir et que bon. C'est donc quelque chose qui est très difficile. Mais la question qui est posée est évidemment une bonne question. Est-ce que ça va retarder? Pour certains secteurs, je le crains. On le voit. Après, regardez ce qui est en train de se passer dans l'aviation en France. L'Europe n'est pas différente de la France. Les discussions, hier, vous aviez une discussion, je crois que c'est hier après-midi, aux questions au gouvernement, vous aviez une discussion au Sénat sur ce sujet-là. Comment recapitaliser l'industrie ou une compagnie aérienne et de fait l'industrie aussi aéronautique derrière sans mettre en place les trajectoires qui vont modifier
notre rapport à l'aviation et à l'aéronautique en général. Et bien, ce débat-là, il n'est pas réglé en France et il n'est pas plus réglé au niveau européen. C'est-à-dire que c'est un débat qui est compliqué et qui va se décliner sur énormément de secteurs. Donc oui, il y a une crainte à avoir, bien sûr. Mais après, cette crainte, on l'avait déjà avant. On n'est pas non plus... le monde ne s'est pas écroulé. Donc les conservatismes qui étaient là seront toujours là demain. Et en parlant de conservatisme, moi j'aime bien rebondir là-dessus. Alors qu'il soit... C'est au niveau de la question de la dette publique et de la place de la dette publique. On parlait du bras budgétaire et du financement monétaire, parce que derrière, quand je parlais de la monnaie, il y a le financement par création monétaire, ce que les États-Unis font et tous les autres pays qui ont des devises internationales peuvent faire de la création monétaire sans souci. On s'est interdit en Europe. Et du coup, on a mis des traités sur la dette publique et le déficit public qui sont de la pure doxa et qui ne font pas référence en fait à des vérités scientifiques derrière. De toute façon, l'économie, il y a peu de vérités scientifiques derrière l'économie. C'est vraiment généralement des postulats. Et ces enjeux en fait de dette publique, on les voit revenir en France, au niveau du gouvernement d'ailleurs, qui va dire qu'il faut penser en fait à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de tout un tas de paramètres pour en fait ne pas faire les investissements nécessaires et ne plus s'engager à faire les investissements nécessaires dans la transition écologique. Donc ça, c'est un autre moyen aussi de faire, de retarder, en tout cas, de se servir de l'argument de la crise de cette manière indirecte. Regardez, on a beaucoup dépensé. On s'est beaucoup endetté. Maintenant, il faut revenir dans les clous du sacro-saint système qui, encore une fois, n'a pas lieu d'être. On en reparlera l'année prochaine pour ceux que j'aurai l'année prochaine en cours. Mais ça ne marche plus, ça ne tient plus. Ça n'est plus valable depuis 2008. En tout cas, la crise de 2008 a fait la démonstration que ça ne tenait plus comme logique, mais elle est toujours bien présente par les économistes proches du pouvoir en France comme ailleurs en Europe et dans le monde. Hein. Moins au Royaume-Uni et plus aux États-Unis. Mais cette logique-là, en fait, qui fait retarder en fait, et remettre à plus tard éventuellement le changement de la transformation vers la transition écologique de l'Europe, de la France, etc., elle est bien là. On le retrouve beaucoup. L'argument de la dette publique est un argument qui est fortement utilisé. Juste un point pour dire que oui, alors oui, moi personnellement, j'ai toujours trouvé ce pacte de stabilité d'une stupidité sans nom dans ces règles qui sortaient de nulle part, 3%, enfin, c'est comme Maastricht, pourquoi pas 3, bon, très bien, je suis d'accord. Mais la réalité m'oblige à dire que, plus personne ne le respecte, ou presque, hein, donc on le retrouve encore dans les discours, mais la réalité, c'est que la France, le fameux quoi qu'il en coûte au départ, elle a quand même, et c'est vrai que maintenant on voit que ça revient un peu en arrière, du moins dans le discours, mais au départ, plus personne n'a respecté les règles parce qu'on a bien compris qu'en période de crise, il fallait agir. Et donc, bon, en théorie, ça reste une chape, mais dans la pratique, on peut quand même s'en dispenser, même si effectivement le discours semble réévoluer, mais pour combien de temps? La deuxième chose, et vous allez nous soutenir et nous aider, nous sommes un certain nombre de députés européens à essayer de faire en sorte d'adosser au pacte de stabilité, tant qu'il existera et qu'il ne sera pas supprimé, un pacte de soutenabilité. Et c'est une volonté, et ça est directement lié aux investissements verts, à ce dont on parlait tout à l'heure sur la croissance verte, c'est-à-dire de mettre à minima au même niveau, pour le moment, je dis bien à minima au même niveau, pour le moment, d'essayer de faire en sorte que la soutenabilité, et donc sortir de ces carcans stupides, dépassés, soit possible dans une logique qui soit une logique d'investissement vert. Ça répond exactement à la question qui a été posée. Donc, on est en train de se battre pour ça. J'espère qu'on aura une majorité, la fameuse majorité dite progressiste. Je me méfie de ce mot, surtout tant qu'on n'a pas revisité le nom de mot progrès. Mais en tout cas, cette majorité, elle peut-être se faire autour de ce nouveau pacte de soutenabilité. Après, un certain nombre d'États vont tout faire pour bloquer une évolution dessus. Mais donc, aidez-nous à faire passer cette idée qui est une idée qui commence à faire son chemin. Merci beaucoup. On a une question un peu plus
large qui dépasse les frontières de l'Union européenne sur le découplage. Alors, le découplage est-il possible pour des économies émergentes avec un recours possible parfois réduit à l'investissement, pardon, ou seulement un destin pour des pays déjà développés? Alors, peut-être Monsieur Pouet pour commencer. Ouais, le découplage, c'est du mythe, ça n'existe pas, c'est impossible, ça n'a jamais été vérifié. Voilà. Le découplage relatif, à la rigueur, ça marche. Alors, découplage relatif, c'est-à-dire on va créer une unité de richesse généralement mesurée par le PIB avec moins de pétrole, d'énergie ou de matière qu'avant. Donc ça, c'est du découplage relatif. Par moment dans l'histoire, on a, pour certains pays développés, mais c'est des périodes extrêmement courtes et récentes, on a eu du découplage absolu. Mais ça n'a aucun sens de regarder du découplage absolu pour un pays, pour un territoire. Il faut le regarder au niveau de l'échelle planétaire. Parce que derrière, si on ne regarde pas au niveau planétaire, on perd en fait le côté analyse en cycle de vie, c'est-à-dire reprendre de là où on a extrait la matière et de voir qu'il nous faut de plus en plus d'énergie pour créer de la matière, de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans un découplage par pays. Et dès lors qu'on regarde au niveau global, il n'y a jamais eu de découplage possible. Le découplage, c'est du mythe. Voilà, réponse courte. On le retrouve dans de plus en plus d'études en ce moment. Moi, j'en ai une en tête qui est assez bien. C'est Hickel et je ne sais plus quoi, de 2018. Elle a été rééditée, redocumentée en 2020. Et cette étude montre bien, pour aller un peu plus dans le détail, que les expériences de découplage Donc c'est une synthèse de la littérature scientifique qui montre qu'il y a eu des découplages effectivement total possibles, mais ça a été ce que je viens de dire sur des périodes courtes, et avec des hypothèses de croissance généralement au plus nulles. Voilà, donc si vous voulez faire du découplage, il faut faire de la décroissance. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Et dans ces articles-là, ils soulignent bien qu'ils n'ont jamais pris en compte en fait la thermodynamique. Donc, les lois de thermodynamique, et notamment, il y a une dégradation de l'énergie sur le temps humain. Ce qu'on a exploité en premier lieu, c'est ce qui était plus facilement exploitable. Et donc, avant, il suffisait de mettre un coup de pioche au Moyen-Orient pour avoir des barils de pétrole. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut aller les chercher en offshore profond, dans les schistes bitumineux. Donc, il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher ces trucs-là. Et c'est pareil pour toutes matières premières qui vont servir éventuellement à produire de l'énergie comme des énergies renouvelables. Il faut du métal, certaines terres rares, etc., etc. Donc voilà. Et deuxième point qui n'a pas été pris en compte dans ces articles, si je me souviens bien, c'est la question de la temporalité. Le découplage, à la rigueur, on pourrait le faire, peut-être, éventuellement, sur 800-900 ans. Sauf, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le changement radical, il faut le faire en 10 ans. Voilà. Donc croire au découplage, c'est le mythe un peu qui est derrière la croissance verte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un mythe techniciste qui ne se réfère en rien aux deux sciences, aux deux théories qu'on n'a pas remises en cause depuis 200 ans à peu près, c'est la biologie évolutive et c'est la thermodynamique. Voilà. C'est à peu près les deux théories qui tiennent à peu près la route depuis 200-300 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas peut-être à trouver un autre truc dans pas longtemps, mais apparemment c'est suffisamment solide. On a une autre question. L'Union européenne a donné sa vision de ce que sont des activités vertes et non vertes avec la taxonomie récemment publiée, dont M. Durand a parlé. L'Union européenne se positionnera-t-elle, excusez-moi, sur une taxonomie sociale? Et je donne la parole à M. Durand. Donc. Une taxonomie sociale, c'est une bonne question. C'est-à-dire je me verrais bien essayer de définir, déjà qu'on n'arrive pas à définir ce qu'est du vert non vert, parce que la taxonomie, ce n'est pas fini. Hein. Ça a été dit tout à l'heure. J'ai évoqué rapidement, ça a été repris par Julien Baume, la question du gaz. On parlait de géopolitique tout à l'heure, on n'a pas parlé de Nord Stream 2 et de la volonté. Hein, voilà, enfin, tout ça, vous le savez, ce sont des sujets qui sont extrêmement difficiles à arbitrer. Donc, je me vois mal définir quels sont les critères d'une taxonomie sociale. En revanche, et là pour être sérieux, quand je parlais tout à l'heure du devoir de vigilance, c'est-à-dire de notre capacité à peser sur les échanges internationaux. Il y a des choses, voilà, typiquement, par exemple, on est sur des discussions des plans d'investissement réciproques entre la Chine et l'Union européenne. Personnellement,
Et je ne vous étonnerai pas, j'y suis défavorable. Et je m'oppose à ces échanges d'investissement pour beaucoup de raisons, mais que je n'ai pas besoin de déclarer, parce que, ni d'expliquer, c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Mais en imaginant la partie de ceux qui sont de bonne foi dans ces échanges, en disant, mais regardez, si on a ces accords d'investissement, on peut imposer, par exemple, des mesures sociales à la Chine en lui demandant d'adhérer à certaines conventions de l'OIT ou autres. Moi, je n'y crois pas une seconde. Quand bien même on aurait ces clauses-là, je répète, je suis opposé au schéma, mais quand bien même on aurait ces clauses-là, c'est à peu près pour moi du même niveau que si on demande à Bolsonaro de signer un papier en disant « Ok, on arrête la déforestation de l'Amazonie ou on arrête d'exterminer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un génocide que vivent les indigènes en Amazonie. » Il peut peut-être le signer à la fin du fin, mais de toute façon, on n'aura aucun moyen de le mettre en œuvre. Et donc, pour en revenir à la question, ces normes OIT, ou des normes, certaines normes minimales, le travail des enfants, l'esclavagisme, le travail forcé, etc., qui existent. Il y a des cadres. Il y a évidemment les objectifs du développement durable. Il y a des cadres. Moi, je pense que nous devons l'imposer. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'à travers le devoir de vigilance, nous devons imposer à toutes les grandes entreprises qui opèrent sur le terrain européen, parce que je ne peux pas simplement les européennes, y compris les américaines ou les autres qui opèrent sur le terrain européen, devront respecter ces normes-là. Elles, moi, je sais faire. C'est-à-dire que oui, on peut vérifier si Nike, etc., on a les moyens maintenant avec le contrôle satellitaire, etc. Je ne peux rien dire à Bolsonaro, à part dire ce que je pense de lui, mais qui ne changera rien à l'histoire. En revanche, j'ai les moyens de contrôler que telle entreprise agroalimentaire, etc., importe du soja, comme on peut la déforestation en Indonésie, etc. Maintenant, on peut la contrôler. Et donc, oui, on peut faire une taxonomie sociale, non pas comme la taxonomie verte, en tout cas pas de la même manière, mais en imposant des règles et en faisant en sorte que le business, le commerce en Europe respecte un certain nombre de règles. Je sais qu'en disant ça, on va me traiter d'utopiste, etc. Je pense à mon ami Dominique Potier qui l'a porté en France et on lui disait la même chose dans le devoir de vigilance, lui et d'autres, mais lui s'est beaucoup investi sur ce sujet-là. Moi, j'essaye de faire la même chose avec évidemment d'autres députés, d'autres groupes, on essaye de faire la même chose au niveau européen. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes tout simplement réalistes, c'est-à-dire que nous savons que c'est à travers ce levier-là qu'on peut faire bouger. Et donc, la taxonomie sociale, en interne de l'Union, il y a un certain nombre de règles, encore faut-il les faire respecter, mais en externe de l'Union, on doit pouvoir peser comme ça. Voilà, c'est en tout cas ma volonté. Et je dois dire que ça bouge bien. Il y a encore 5 ans, on m'aurait lancé des tomates, on m'aurait ri au nez quand j'aurais parlé de ça. Maintenant, on commence à le comprendre. Il y a les Ouïghours, il y a la déforestation, il y a beaucoup de sujets, il y a eu des minerais de sang, etc. Donc, il y a évidemment une pression sociale et citoyenne de plus en plus forte. Donc, ça bouge et non seulement nous ne rit plus au nez, mais ça devient même dans le programme de la Commission après, on va voir ce qui va en sortir. Mais en tout cas, ça devient une priorité. Voilà, ça ne répond pas exactement à la taxonomie sociale, mais je pense que ça répond en tout cas à l'esprit et à l'idée qui est celle de faire bouger en Europe et à travers l'Europe les règles sociales pour ce monde. Monsieur Bueb, si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais, je ne pense pas avoir quelque chose. Alors, en 2 phrases, la transition écologique, elle ne peut être que sociale. La transition sociale, le progrès social ne peut être qu'écologique. Voilà. Donc, toute mesure doit prendre en compte les deux ensemble. Je dirais juste que là, c'est qu'en tant qu'écolo, j'ai toujours dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'opposition entre l'écologie et le social, et que tous ceux qui essayaient, et qui ajoutaient le mot écologie sociale, ça m'avait fait rire à un moment. J'avais cité à l'époque un meeting de soutien à Éric Piolle, dans sa première élection, et j'avais vu arriver un groupe qui s'appelait la gauche sociale. Et ça m'avait fait rire, quand on prenait la parole, j'avais dit, mais c'est quoi une gauche qui n'est pas sociale? Et quand on est obligé de dire qu'il y a une gauche sociale, c'est un peu la même chose pour l'écologie. Si on est obligé de dire qu'il y a une écologie sociale, c'est mauvais temps. Évidemment, on ne peut pas dissocier l'avenir, d'une manière générale, de l'humanité, de la planète,
de la question du vivre ensemble et des questions sociales. Ça n'a aucun sens. Et si ça en avait un, d'ailleurs, ça ne vaudrait même pas le coup, parce que ça voudrait dire quoi essayer de préserver des enjeux de nature ou de biodiversité si ça n'est pas aussi pour pouvoir vivre dignement et en harmonie avec cette nature. C'est indissociable. On voulait conclure, mais on vient de recevoir une question qui est très intéressante. Monsieur Le Borgne demande: que pensez-vous des projets de budget alimentés par une taxe carbone sur les hauts patrimoines, sur les GAFAM, proposés par Thomas Piketty dans son projet de refonte des traités européens? Monsieur Bueb, si vous voulez commenter, allez-y. Ouais, non, mais évidemment. On parlait de budget européen tout à l'heure, un budget alimenté par des taxes. Oui, moi je parlais d'inégalités aussi. Les inégalités, elles n'ont jamais été aussi élevées dans les pays développés. Donc oui, il faut remettre à plat tout le système fiscal. Je vous ai parlé depuis l'acte unique. L'Europe, elle s'est construite en étant jusqu'à l'acte unique en solidaire, et après elle s'est mise à être concurrente les uns des autres. Et l'Allemagne, d'ailleurs, sur le système économique allemand, on vénère le modèle économique allemand, mais qui s'est construit en détruisant les autres systèmes économiques de ses voisins, en détruisant, c'est un peu fort, mais en tout cas en s'appuyant vraiment fortement dessus et en ayant des transferts ce qu'on appelle les transferts de rente assez forts, ça n'est pas viable. Et donc, avoir repensé tous les systèmes nationaux comme au niveau européen, des systèmes fiscaux, c'est essentiel pour repenser la transition. Le système fiscal français, c'est un gruyère. Il y a plein de clauses qui permettent en fait d'échapper à l'impôt, c'est problématique. Ça entraîne des inégalités de plus en plus fortes. Et qui dit inégalité, après il y a du ressenti, en termes politiques, ça se traduit avec la montée de l'extrême droite. L'extrême droite qui nie pour la plupart le changement climatique, etc. Donc on va sur des solutions complètement aberrantes. Et donc, oui, des systèmes de taxation sont à repenser, des systèmes fiscaux, c'est fédérateur, c'est constitutif aussi d'un idéal qu'on peut avoir derrière. Voilà. Pourquoi on paye des impôts? C'est pour avoir plus de services publics, pour avoir l'espoir de vivre dans un monde meilleur, etc., pour avoir éventuellement un environnement à peu près viable et pouvoir se protéger collectivement des risques sanitaires qui vont croissant à cause du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. L'expérience cruelle depuis 20-30 ans, le Covid, c'est un peu le pompon. Il y a tous les risques d'adaptation. Oui, ça va coûter de plus en plus cher l'adaptation au changement climatique. Il y a toutes les forêts, il y a la plupart des forêts en Europe qui sont en train de mourir. En France, c'est le Massif central et l'est de la France, il y a des drames en termes de feu sur les forêts, mais en Allemagne aussi, alors que les forêts ne sont pas identiques. Mais ça, il faut avoir l'anticipé. Qui va payer? Est-ce qu'on fait de la création monétaire? Pour l'instant, on s'interdit. Est-ce que la création monétaire, ça va suffire? Sans doute pas. Donc, si on s'autorisait, de toute façon, ouais, il faut repenser le système d'impôt. Oui, il faut lutter contre les inégalités. Et les inégalités, les inégalités sont un facteur d'effondrement aussi. Quand on regarde les Jared Bill et les Jared Diamond et autres qui sont amusés, je sais pas, Franz Broswimmer, qui ont analysé en fait les effondrements des civilisations passées, il y a deux phénomènes qui reviennent régulièrement, c'est la maltraitance écologique du système environnemental, mais généralement il reste proche, c'est pas au niveau planétaire comme aujourd'hui, et c'était les inégalités sociales. Bon, il y en a d'autres de paramètres explicatifs. Bon, avoir des taxes, ça permet de lutter contre des inégalités, en tout cas avec la redistribution qui va avec derrière. On peut mettre autre chose avant la taxe, on peut repenser la distribution primaire des revenus avant de repenser à la distribution secondaire des revenus. Limiter aussi les écarts salariaux, ça en fait partie. Réduire le temps de travail, peut-être aussi. Voilà. Mais bon, c'est des pistes. Je m'arrête là. Je veux bien ajouter un mot au niveau européen, juste pour répondre à monsieur. Je ne vais pas répondre sur Piketty parce que le rapport de Piketty et de l'Europe mériterait à lui tout seul au moins 2 heures de conférence. J'ai beaucoup de choses à dire sur sa vision de la construction européenne, mais ce n'est pas l'objet. En revanche, je partage bien sûr tout ce qui vient d'être dit sur la nécessité de lutter contre les inégalités,
de faire en sorte que la taxation, je parlais tout à l'heure de Zoom et des autres qui ne payent pas, 0,5% d'imposition pour Apple en Irlande, etc. Tout ça, on en a conscience. Ça fait longtemps que c'est dénoncé. Ça commence maintenant à rentrer, j'allais dire, dans la logique, y compris libérale, qui commence à se dire, bah oui, mais là, on a quand même besoin un peu d'argent et ça devient compliqué d'exonérer tout le temps un certain nombre de grosses entreprises. Donc, même cette logique-là est en train d'évoluer. Simplement pour dire que moi, j'ai juste, et ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on parlait de la taxe carbone, j'ai juste une difficulté, c'est qu'à ce stade, personne ne veut vraiment regarder quelle est l'affectation. C'est-à-dire qu'une taxe, normalement, la différence avec l'impôt, c'est que l'impôt, ça tombe dans un budget général, les taxes, c'est affecté. Et je ne peux pas affecter la taxe carbone à tout. Je dis ça parce qu'en France, quand on avait porté la taxe carbone, et on l'avait portée dès 2007, vous vous en souvenez, enfin pour les plus anciens, pas les jeunes, vous n'étiez pas là, mais les plus anciens se souviennent qu'en 2007, c'était une des mesures phares du pacte écologique, la première, la taxe carbone. Et moi, je m'étais battu à l'époque, y compris quand la gauche était au pouvoir, quand Cazeneuve était ministre du budget, je lui avais expliqué qu'il n'était pas de taxe carbone socialement admissible si on ne redistribuait pas, et notamment on avait porté le fameux chèque vert, que mon ami Mathieu Orphelin d'ailleurs a continué à porter, y compris dans cette majorité avant de la quitter, de comprendre que si on ne redistribue pas, ça va être très compliqué pour la faire accepter socialement. C'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement, mais c'était tellement évident. Avec les Gilets jaunes, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est un peu la même chose. Je ne dis pas, et même au contraire, je défends le fait qu'il y ait une taxe carbone européenne, etc. Je dis simplement, mettons-nous vraiment autour d'une table pour savoir comment on va utiliser cet argent et à quoi on va l'affecter. À quel type de transformation, comment on va le répartir. Et bon, ça va être un vrai sujet parce que taxer est une chose, redistribuer en est une autre. Et affecter en est une troisième. Donc, c'est un vrai sujet, mais pour le moment, on n'en est pas encore à avoir les taxes. Donc, on en est loin, on est à la phase 1. Mais attention, parce qu'effectivement, c'était les Longblum qui disaient ça, dans un monde inégalitaire, mathématiquement, là où croissent la richesse, croissent les inégalités. Et donc, il ne suffit pas d'avoir demain plus d'argent, il faut vraiment qu'on arrive à réfléchir à la manière d'utilité intelligente de cet argent, tant socialement que de manière environnementale. Voilà, c'est un vaste chantier. Ouais, je veux rebondir aussi, parce que j'ai pensé à d'autres trucs en vous écoutant. La taxe, c'est un instrument incitatif, ça doit changer les comportements, normalement aidant, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas voir la taxe carbone comme étant la solution unique, comme le marché carbone d'ailleurs. Comme les mécanismes, ce sont des instruments dits économiques, c'est-à-dire qui sont généralement décentralisés. C'est celui qui est affecté par la taxe ou le marché carbone qui va normalement devoir adapter son comportement et devenir vertueux. Bon. Mais ça ne suffit pas. En pratique, c'est largement insuffisant. Ça vient de la théorie néoclassique. J'ai fait ma thèse dessus, sur les instruments carbone. J'en suis bien revenu. J'admirais le marché carbone à l'époque. C'est complètement insuffisant pour transformer les systèmes. Il faut de la réglementation. Le rapport Stern-Stiglitz, il y a 2-3 ans, est venu nous le rappeler. C'est-à-dire que la taxe, les mécanismes de prix, c'est bien. Ça participe aussi au financement de la société, certes, mais c'est très loin d'être suffisant pour orienter et driver la société vers là où on veut l'amener. Il faut des normes, il faut des standards, il faut faut de la formation, il faut tout un tas de réglementations, en tout cas, qui cadrent l'objectif qu'on veut atteindre. Et autre point que je voulais vous dire, la taxe carbone... En 2 mots, s'il vous plaît, monsieur Webb. Ouais, en 2 mots. Et la taxe carbone, c'est bien, mais elle a amené à disparaître. Si on atteint les objectifs, elle a amené à disparaître. Donc, le financement, elle a amené à disparaître. Elle pourra toujours être là, mais elle sera à zéro. On a du temps quand même. On a un peu de temps, mais c'est vrai. Normalement. Mais le mécanisme de compensation carbone, pareil. Mais bon, voilà. En tout cas, on a du boulot. Ouais. Et donc, il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour aller jusqu'en 2100. Normalement, en 2050, il y a 0 émission. Donc, c'est il n'y a plus de taxe carbone. Enfin, 0 net. Vous allez voir que... Ouais.
Merci beaucoup, Monsieur Boueb et Monsieur Durand. Donc, de nous avoir éclairé, excusez-moi, sur le sujet. Et nous tenons aussi à remercier notre partenaire, le DiploWeb, avec qui on organise des conférences chaque année. Donc voilà, merci de votre attention aussi et de vos questions. Voilà. Belle soirée à vous. Merci au public aussi d'avoir été là et d'avoir suivi jusqu'au bout. Et de nous avoir supportés jusqu'au bout. Supportés dans les deux sens du terme. Parce qu'ils ne nous ont pas cassés. C'est gentil. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, bonne soirée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notre formation, le magistère en relations internationales et actions à l'étranger, et aussi master et master en alternance, est une formation pluridisciplinaire et professionnalisante qui vise à former des spécialistes des questions internationales contemporaines. Et nous avons eu le plaisir d'organiser cette conférence avec le DiploWeb, une revue numérique de référence en matière de géopolitique qui a été fondée donc par Monsieur Pierre Verluise.